bonsoir. Bienvenue sur notre programme. Comment ça va? Bon, Hachem, grâce à Dieu, très très bien. On se sent Baruch Hashem. au même Baruch niveau Hashem. mondial. Pardon? On se sent dans la même ambiance mondiale. Exact, exact. OK, alors on va commencer par d'abord une petite introduction. Si tu peux nous présenter la famille. Je sais qu'on a une photo. Alors, on va commencer avec ça. Je vais nous présenter la famille. Alors, la famille Usan, c'est une famille qui s'est composée il y a à peu près un peu plus de 10 ans aujourd'hui. Baruch Donc, Hashem. moi, originaire de Paris, grandi à Paris, fait mes études à Paris, commencé mes études de rabbinique et shiva à Paris. Et ensuite, j'ai continué un peu près de chez vous, aux États-Unis, à Morristown, au Canada, en Eretz aussi un peu. Et après m'être marié avec la fille du Rav d'Aran de Lille, Chalia de Rabbi Ali, le rabbin de la région, et ben nous sommes une fois de plus à New York pendant à peu près un an et demi. On a fait nos études là-bas, je finis mes études de Kollel. Et doucement, doucement, on s'est mis un peu à l'idée de partir en Shlichut. Et voilà, quelques années après, on s'est retrouvé au Nigeria ici pour développer un peu la communauté locale. Aujourd'hui, on a Baruch Hashem 6 enfants. Le dernier qui est né il y a quelques semaines, il est Shalom Dovber. Et voilà, Baruch Hashem, Mazel tov. ça nous fait 4 garçons et 2 filles pour mon début. OK, super. Très bien, merci beaucoup. Alors, avant de rentrer dans les questions, comment ça se passe une naissance au Nigeria ou une Brit Mila au Nigeria? Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Alors effectivement, l'échange au Nigeria, c'est un peu compliqué parce qu'on manque énormément de structures à la fois qualifiées et surtout de structures auxquelles on peut se dire aujourd'hui où on a une tranquillité d'esprit. Donc même si c'est un pays qui a mis au monde ces dernières années plus de 200 millions de personnes, parce qu'il y a une population de 2500, 2 millions et quelques, 200 millions de personnes, 200 000 malgré personnes. 200 millions, ouais, 200 millions, c'est un très, très grand pays. Malgré tout, on manque d'infrastructures sûres. Et c'est pour ça qu'on ne prend pas le risque d'accoucher au Nigeria. Et à chaque fois que ma femme doit mettre au monde un nouveau bébé, on fait l'effort de rentrer en France en général, pour être près de sa maman, et de passer toute la dernière période de la grossesse en France, et ensuite les premières semaines où le bébé est venu au monde, également en France, le temps d'émettre un visa, un passeport, ça éventuellement, et ensuite d'entrer au Nigeria. Donc voilà, chaque fois c'est un challenge. Plus la famille elle grandit, plus le challenge il est grand. Mais voilà, c'est plein de brachot. Baruch Parallèlement, Hashem. voilà, toutes les familles qu'on a ici, à l'unanimité, c'est la même chose, c'est le même scénario. Lorsqu'elles veulent mettre au monde un enfant, il faut en général partir quelques mois avant. On a eu un cas d'une femme ici qui, pour des raisons de santé, n'a pas pu prendre l'avion. Elle a été obligée d'accoucher ici. Elle a accouché au Nigeria et il s'avérait être un garçon. Donc on a immédiatement été la voir, lui a proposé d'organiser le bris, mais elle était tellement, tellement paniquée à la fois d'avoir mis au monde un enfant au Nigeria et de toute la structure locale qu'elle ne voulait vraiment pas prendre de risque. Elle a dit non, la Brit Mila, je vais la faire en Israël quand j'aurai l'occasion de rentrer dans quelques temps. Et je ne peux pas me permettre encore un concept médical ici. Ouais. Et au fur et à mesure, avec le temps, quelques jours après, au bout de 2-3 jours, on a réussi à la convaincre de l'importance de la Brit Mila. Elle a voulu faire ça avec un docteur imam. On a réussi à convaincre qu'il fallait absolument faire venir un Moël. Mais elle était très, très, très angoissée de voir venir un petit jeune comme ça de la Yeshiva qui a appris Mila. Donc elle Ouais. s'est engagée pour devenir un vrai médecin. Et j'ai appelé le docteur Altabé, que peut-être certains d'entre vous connaissent, docteur Ouais, ouais. Altabé. Et lui, il est qualifié en tant que docteur. Donc je lui ai dit, écoutez, voilà, on a un Brit Mila dans 3 jours. Il faut absolument que vous veniez. Et ce sera vous ou personne. Il m'a dit, mais écoute, tu m'appelles 4 jours après la naissance. Depuis, il y a d'autres enfants qui sont nés. Et j'ai déjà une Brit Mila la veille, le jour même et le lendemain. Donc je ne peux pas me permettre. Je lui ai dit, écoutez, c'est ou ça ou rien. Donc il m'a dit, donne-moi 2 heures. Pendant les 2 heures qui a suivi, il a réussi à se faire remplacer sur toutes les autres Brit Milot qu'il devait faire. On lui a mis un visa en urgence. Et bon, je pense qu'on a fait la première Brit Mila depuis la création du monde au Nigeria. Wow. C'est la seule expérience qu'on a avec les naissances ici au Nigeria. C'est un peu différent. Moi, j'ai une fille en Shlichut au Japon en ce moment. Et elle a accouché, ils ont eu un petit bébé. L'enfant, le Brit Mila, c'était le jour après Tisha B'Av cette année.
Mais aussi pour faire venir à Moël, c'était toute une histoire, juste à cause du Covid, etc. Et bon, à la dernière minute, ils ne savaient pas encore si le Moël allait pouvoir venir voyager, arriver à l'heure. Bon, au prochain, tout s'est bien passé, mais c'est vrai que bon, surtout en ce moment, c'est compliqué tout ça. En tout cas, bravo, Chazak, Chazak ou Baruch. Alors, donc, on a parlé de la Shlichut. Ta femme venant de Lille, j'imagine qu'elle parle français. Il y a la communauté au Nigeria, elle parle français, elle parle anglais. Non, le Nigeria, c'est un pays anglophone. C'est pas le Niger, hein, il ne faut pas confondre avec le Niger, qui est Exact. effectivement francophone. Le Nigeria, c'est un pays anglophone. Et la quasi-totalité de la communauté qu'on a, à 85%, on peut dire que c'est une communauté d'expatriés israéliennes, avec 15% d'expatriés de à peu près partout dans le Un peu monde. partout. On a d'Afrique du Sud, on a quelques Anglais, les Italiens, on a les Argentins, on a un petit peu de partout. Mais le gros de la communauté, ce sont des Israéliens. Et notre échange, en général, s'il est individuel, il est en hébreu, mais s'il est communautaire, il est toujours en anglais, de façon à être sûr que tout le monde puisse participer et tout le monde puisse se sentir concerné dans nos événements. Oui. Parler français, c'est un avantage, là où vous êtes, ou pas Parler nécessairement? français, être un Français, je vais vous dire la vérité, ça a déjà un avantage quelque part parce que la communauté israélienne avec qui on a affaire, c'est une communauté voilà, qui vient de très très loin quelque part, qui a énormément d'a priori sur le contact avec le monde religieux et le monde haredi, comme on dit. Donc le fait d'être pas un Israélien religieux, ça m'a aidé quelque part. Je suis le juif de la diaspora, je suis le Mhm. Français qui parle avec quelques fautes en hébreu, voilà, qui donc ça m'a donné, je peux dire, le fait d'être un Français, une autre appréhension de la part de la communauté qui effectivement, dans sa quasi-totalité, très, 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 très laïque. Mais sinon, en plus de ça, ça m'a pas spécialement apporté un point positif ou négatif. À part qu'en tant que Français, même quand j'étais allé chez moi aux États-Unis, je parlais toujours français avec mes copains, donc mon anglais il est encore à construire. Et OK. ici même, avec la population locale, le fait d'être un Français, c'est pour eux une déception parce que lorsqu'ils me voient, ils espèrent avoir rencontré un Israélien parce qu'ils sont tellement fans des Israéliens, ils ont tellement été éduqués avec l'idée d'un peuple élu, l'idée d'une terre promise. Alors, Mhm. dès que j'arrive à l'aéroport, ils espèrent toucher, pouvoir embrasser un passeport israélien. Finalement, c'est un passeport français qui sort, ils sont un peu déçus. Mais voilà, Mhm. les deux aspects, rien à dire. Le français, Intéressant. Alors, l'avantage. comment est-ce qu'on arrive au Nigeria, de France, de New York? Quel est le parcours pour arriver là-bas? Alors, depuis notre installation, vraiment, on peut dire, il y a 8 ans, il y a eu les premiers vols directs. Avant, c'était par KLM, mais il y a eu des premiers vols directs Air France. Mhm. Donc voilà, un vol de 6 heures et on arrivait en France. On arrivait au Nigeria. Et pour l'anecdote, dès que le Betraba de Chalia qui s'est installé au Ghana, idem, même moi, Air France, ils inauguraient un vol Air France. Chose que vous n'avez pas vu venir, c'est que dans nos prières, probablement, en fait, ils ont récupéré quelques vols du Nigeria. Ils ont fait 3 fois par semaine au Nigeria, 3 fois par semaine au Ghana. Donc nous, on a bénéficié, mais je pense que c'était le même avion, le même appareil. Et voilà, en ce moment, avec la situation du Covid, ils ont arrêté les vols. Donc on passe par Oui. l'Éthiopie ou par Londres. Je pense qu'on peut venir ici. Mais je pense que prochainement, on pourra retrouver des vols directs. Ce sera 6 heures d'avion jusqu'à Paris. Mhm. Et au niveau de la Shlichut, comment est-ce que vous avez atterri là-bas, si on peut dire? Comment est-ce que vous êtes arrivé en Nigeria? Alors, comment on a atterri là-bas, c'est véritablement un concours de circonstances. Parce que dans un premier temps, avant de m'être marié, lorsque j'étais étudiant à l'Yeshiva, on avait des appels de la part du Bet Rabat du Congo qui recherchaient souvent des volontaires, des Bachorim, qui pouvaient mener à bien des missions ponctuelles pendant les Mhm. fêtes principales du calendrier, donc les fêtes de Pessah et les fêtes de Tishri. Donc voilà, plusieurs fois j'ai eu l'occasion de me porter volontaire. Et donc le rabbin Tolila qui essaye de chapeauter un peu tout ce programme, il nous l'a envoyé en Côte d'Ivoire, en Guinée-Équateur, ainsi de suite. Et par la suite, j'ai été plusieurs fois amené à visiter la communauté ici au Nigeria, c'était à l'époque à Lagos. Et un jour, et voilà, je me suis familiarisé un petit peu avec tout le monde. Et un jour, c'était pendant les fêtes de Tishri, il y a des femmes qui sont venues me voir de la communauté, m'ont dit, écoutez, est-ce que tu reviens pour Pessah? J'ai dit, probablement, pourquoi pas. Difficile de projeter, mais avec plaisir si on peut. Alors, ils m'ont dit, écoutez, si vous revenez pour Pessah, ça nous ferait vraiment, vraiment du bien qu'à la place de venir quelques jours avant la fête et repartir pendant Khalamoued après le Seder, venez 1 ou 2 semaines avant. C'est les vacances de Pâques qu'on a vu dans le calendrier. Et essayez de nous organiser peut-être un programme pour les enfants, parce que voilà, toute leur
tout leur apprentissage des traditions, des valeurs juives, elles viennent uniquement de vous. Et plus de temps vous allez rester là, plus de temps vous allez pouvoir leur enseigner. Donc, on avait mis en place, l'idée c'était de mettre en place un centre aéré en Israël, 2 semaines avant Pessah, pendant 2 semaines jusqu'au Seder, et ensuite rentrer Chol HaMoed. Entre-temps, j'ai rencontré mon épouse, on a décidé de se marier vers le mois de Hadar, et donc j'avais dans l'idée d'annuler le projet. Mais elle s'est dit, quand elle a entendu ça, elle a dit non, on va pas annuler du fait qu'on s'est unis, on va le faire ensemble et c'est bon. Donc moi, je ne concevais pas partir avec une femme en Afrique, mais puisqu'elle s'est portée volontaire, alors on a mis ça en place. Et ça a été notre première notre première étape, on va dire, dans cette shlichut, où moi et Chaya, on est parti au Nigeria pour ce centre aéré, pour cette première fête. C'était immédiatement après notre mariage, mais sans aucune idée, aucun rêve qu'un jour on pourrait concevoir une communauté. Mais les choses se sont faites avec le temps, au fur et à mesure. On est revenu plusieurs fois, on a été invités. Les gens ils nous ont beaucoup appréciés. Ma femme s'est beaucoup attachée avec les femmes de la communauté, les enfants. Et doucement, on s'est mis à l'idée que si déjà on souhaitait tous les deux partir en shlichut, parce que c'était effectivement le cas, alors malgré qu'on ait en même temps d'autres idées sur la région parisienne, sur les Hauts-de-France, sur différentes parties du monde où il y avait une demande francophone, et ben, Nigeria, ça restait un peu en tête. Et voilà, 2 ans après, on a fait le pas. Chazak. Alors, tu parles de la shlichut. Pourquoi partir en shlichut? Quelle est la motivation? Pourquoi partir en shlichut? Je pense qu'on le doit à nos parents. C'est un peu dans l'esprit dans lequel on a baigné, que ce soit ma femme en grandissant à Lille, en ayant elle-même déjà toute une vie pas mal, entre guillemets, quelque part éprouvée par le rythme de la shlichut, que ce soit pour manger, que ce soit pour aller à l'école, pour son éducation. C'était à chaque fois la shlichut, elle compliquait un peu la chose. Et malgré tout, je pense que le message des parents, il a toujours fait son travail, ce qui a fait que malgré les épreuves à droite à gauche, l'état d'esprit était que c'était à la fois une mission à prendre, c'était à la fois un mérite à concevoir qu'on pouvait être par rapport à notre attachement avec le rabbi. Et la même chose pour moi, dans l'esprit dans lequel on a grandi. Moi, cette fois-ci, c'était en région parisienne, à Clichy-la-Garenne. Ouais. Effectivement, le réflexe, les habitudes. Et lorsqu'on annonce à nos parents que mission accomplie, on était convaincus et qu'on voulait aller en shlichut et qu'on pensait partir au Nigeria. Effectivement, ils se sont dit comment on a fait pour réussir si bien. Dans le premier temps, c'était pas ce qu'ils espéraient de plus, mais Non, voilà. j'imagine. Tant on a autant de plaisir, mais bon, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Alors bon, on bavardait un peu avant le début du programme sur les complications techniques. Mais quelles sont les difficultés par rapport à la shlichut d'être au Nigeria dans un endroit pareil, loin de tout, j'imagine? Alors les difficultés, elles sont à la fois techniques et à la fois religieuses. C'est-à-dire que d'un côté, c'est vrai qu'on n'a pas du tout nos habitudes dans lesquelles, encore une fois, on a baigné, que ce soit le réflexe de la vie communautaire, l'accès à la vie juive, les minyanim, les offices, le Shabbat, toutes ces choses-là, effectivement, elles ont pris une autre forme. Mais grosso modo, on peut dire qu'on a vite fait pris conscience que chaque endroit, il avait ses mahalot et ses chisronot, ses avantages et ses inconvénients. Alors c'est vrai, si je vous décris un peu le quotidien, vous allez vous dire, il a terrible, un troisième monde. Mais en même temps, on s'accommode à tout, on se structure, on arrive à se préoccuper de nos conforts comme ce qu'on a besoin, en fait, tout simplement, et s'accommoder avec les différentes complications techniques qu'il y a ici, parce que voilà, on est dans un pays sous-développé. Parallèlement à ça, les vraies complications qu'on a pour la vie de la shlichut en étant ici, à part de la vie d'un expatrié en Afrique, c'est tout simplement la problématique de pouvoir être spontané. On ne peut pas se permettre d'être spontané quand on est au Nigeria. Si on veut faire des mishloach manot avec un paquet de biscuits à l'intérieur et avec une forme spéciale ou un design spécial, il faut anticiper ça déjà bien avant Rosh Hashanah. Bien avant Rosh Hashanah, il faut nous passer nos commandes, il faut s'assurer qu'on va être livré, il faut que si ça part en transport maritime ou si ça part en avion, dans tous les cas, peu importe ce qu'on veut mettre en place, il faut que ce soit extrêmement anticipé à tous les détails. Et c'est pour ça que je me demande vraiment d'être de voir très très loin
Et déjà aujourd'hui, on sait déjà si le thème de Pourim il sera sous cette forme ou cette forme. Et si on a un Seder de Pessah ou plusieurs Seder de Pessah, alors comment repartir, comment s'organiser pour la cuisine et pour l'alimentation et matzot et ainsi de suite. Et la même chose si on veut faire un wine test pour Shavuot avec le fromage. Alors le fromage, il arrivera en avion peut-être quelques jours avant, mais le vin, il va falloir le faire partir déjà maintenant pour être sûr qu'il arrivera à bon port. Donc voilà, c'est un peu. Et si on a une spontanéité un jour, on a envie de quelque chose du jour au lendemain pour l'éducation, pour l'école, pour peu importe ce qu'on a ici, on sait que ça sera une vraie épreuve à faire. Pour s'acheter une pizza, vous allez où? Pour s'acheter une pizza, on fait preuve de créativité. Ça sort pas toujours Oui, rond, et ça sort de la cuisine. la cuisine. OK. Mais bon, alors, on parlait bon, tout à l'heure, on parlait des pannes d'électricité, des pannes d'Internet. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour la nourriture cachère? Comment est-ce que vous faites? Alors, pour la nourriture cachère, on a un avantage ici, c'est que comme c'est un pays qui produit pas grand-chose, pour pas dire rien, donc tous les produits d'alimentation générale sont importés. Du moins, en tout cas, tous ceux qui côtoient le public tel que nous, les expatriés, ou qui peuvent se permettre un certain standard de vie. Donc, tout est importé. Et donc, on retrouve énormément de produits des États-Unis, de Londres, d'Afrique du Sud, et très souvent, bien sûr, avec les logos qui nous rendent beaucoup service, que ce soit pour les pâtes, le ketchup, la mayonnaise, le thon, et ainsi de suite. Toutes ces choses-là, on retrouve très facilement, des fois même des produits qu'on ne trouverait pas en France, comme des fonds de tarte, des trucs comme ça qu'on est très content de trouver ici. Et on est constamment en contact avec différents bedines en Belgique, qui nous disent voilà, ce produit oui, ce produit non. On essaie de retrouver ça sur les listes. Donc, on peut dire que pour tout ce qui est produit sec, on se débrouille très très bien avec ce qu'on trouve localement. Euh, Sauf si on veut quelque chose de très spécial, si on veut chercher de l'huile balsamique ou quelque chose comme ça. Effectivement, Ouais. parallèlement à ça, pour tout ce qui est produits laitiers, alors ça, c'est uniquement les premières semaines après qu'on arrive. Et après, voilà, on se remet au lait de soja et au yaourt de soja. Pour ce qui est de la viande, alors on a mis en place maintenant une shrita locale, une shrita de poulet local. On peut venir avec un chouchet du Ghana ou de Bruxelles tous les quelques mois. Pour tout ce qui est volaille. Pour tout ce qui est viande rouge, alors là, on fait venir soit avec nous dans les valises, soit quand des gens voyagent, on leur demande de nous aider à ramener des produits, de la viande. Soit on essaie des fois de prendre le risque d'envoyer par avion, mais on a eu énormément de complications avec ça parce que voilà, ils n'ont pas de chambre froide, de conditions froides pour garder la viande dans les douanes ici. Et si on n'arrive pas à faire dédouaner ça dans les prochaines heures, on se retrouve avec de l'eau. Et ça, c'est un vrai problème. Plusieurs fois, on a des stocks énormes de viande qui sont partis à la poubelle, donc on prend Ouais. trop le risque. Et voilà. Et pour ce qui est du vin, même chose. Maintenant qu'on a ouvert une épicerie cachère, on a ouvert une petite macolette pour la communauté israélienne ici. On fait venir des produits israéliens par conteneur 2 fois par an. Alors, l'idée première, ce n'était pas spécialement Mifta Kashrut, c'était tout simplement de mettre encore un service en plus communautaire, en leur permettant de trouver voilà, des biscuits, des bambas, des chips d'Israël, des gâteaux, des trucs et tout ce qu'ils aiment bien retrouver, les petits cornichons et tout. Et en même temps, bien sûr, dans le conteneur, on profite pour mettre nos matzot, nos vins, et ainsi de suite. Donc, on a des stocks au Hachem qui nous permettent de tenir. Et en plus de ça, effectivement, ça développe une certaine esprit de Mufta Kashrut parce que Bien sûr. des bambas ou des cornichons, bah, automatiquement, ils vont prendre un peu de viande, ils vont prendre du poulet caché, ils vont prendre du vin, ils vont chercher comment faire qu'ils douchent. Et donc, voilà, à ce niveau-là, on était très, très contents. Et par rapport à l'éducation des enfants? L'éducation des enfants, ça c'est le challenge, je pense, d'un peu tout le monde. À la fois ben, il y a le boulot à la maison, hein, la responsabilité des parents, le réflexe à tout instant. Et pour ce qui est de l'apprentissage de l'école, alors on a opté pour l'option School Online. Pour vous dire très franchement, au début, j'étais très très contre. Je ne concevais pas mettre un enfant devant un ordinateur toute la journée. Mais il s'avère que le programme est très 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 bien fait, très ludique. Les enfants ils se plaisent énormément. Ils ont quand même un certain échange avec des amis. Et je pense que au Hachem, aujourd'hui, on peut dire qu'avec du recul, que c'était un très bon choix. Les enfants, ils apprennent très très bien. Ils sont accompagnés de Morod qu'on met avec eux pour tout ce qui est technique et pour tout ce qui est révision. Et parallèlement à ça, on a ouvert une petite école juive, une petite école pour la communauté israélienne. Pour l'instant, on a uniquement jusqu'à l'âge de 5 ans. Mais voilà, on espère peut-être avec le temps, peut-être faire grandir ça. Mais en tout cas, pour tout ce qui est petite enfance, ils sont pris en main dans une école, avec des morottes, avec des jeunes filles à nous, avec ma femme qui travaille sur les programmes, dans l'esprit de Tahara qu'on veut, et pour apprendre à lire et écrire. Ils passent sur l'option Internet. Il y a combien d'enfants à peu près?
Et au-delà de ça, la taille de la communauté. Ça dépend des enfants. Dans un premier temps, on a ouvert ça dans un appartement. Après, on a pris 2 appartements. On a atteint une vingtaine d'enfants. Donc, on a pris une vraie maison indépendante. Et là, avec la situation du Covid, on est à un enfant seulement. Parce que tout le monde, quasiment tout le monde est parti. Mais je pense que d'ici le mois de janvier, il va y avoir un retour. L'année dernière, on était entre 13 et 15 enfants. Donc, je pense que c'est ce qu'on va toucher la même chose cette année. OK. On va repasser bientôt au Péoulotte. Je sais que tu m'as envoyé pas mal de photos. Et on parlera peut-être de ta, je ne vais pas dire reconversion, mais un peu changement dans le shlichut, un développement dans le shlichut avec le Covid qui s'est passé. Mais quels sont les accomplissements pour Beth Chabad ici par rapport à la communauté israélienne, aux Juifs qu'il y a? Alors, effectivement, tout est parti très très vite. En 7-8 ans qu'on est là en shlichut, on peut dire que chaque année, on a eu notre nouvel accomplissement, notre nouveau challenge. Dans un premier temps, c'était de pouvoir avoir une présence sur place. Ensuite, c'était d'ouvrir un Beth Chabad. Ensuite, ça a été d'ouvrir une petite école. Ensuite, ça a été de grandir l'école. Ensuite, ça a été l'inauguration de la construction d'un mikvé. Un mikvé qui a été construit ici à Abuja. Ensuite, ça a été la mise en place d'une choule, l'inauguration d'un Sefer Torah. Ensuite, on a déménagé le Beth Chabad pour prendre quelque chose de plus grand. Et ensuite également le GAN aussi, l'école aussi qui a pris on peut dire son bâtiment. Et enfin, aujourd'hui, on a déjà mis en place le début de travaux d'un nouveau Beth Chabad, d'un nouveau centre communautaire qu'on est en train de construire. Avec beaucoup de fierté, va prendre l'aspect un peu du 770. Donc voilà, ça, ce sont ce qui est en place du projet. Et parallèlement à ça, on a constamment, depuis qu'on est arrivé, travaillé en parallèle avec 2 grandes villes du Nigeria, Abuja où on a installé, et Lagos qui était l'ancienne capitale, la fameuse ville avec ses 24 millions d'habitants. Et on a senti le besoin qu'il y ait une présence permanente de Chabad là-bas. Et donc, voilà, depuis un mois et demi, on a un nouveau shliach qui s'est installé au Nigeria, qui s'appelle le Rav Steinbach avec son épouse, elle est originaire de France. Et ils vont développer un Beth Chabad à Lagos. Ils n'ont pas encore trouvé le local, mais ils sont en train de se mettre en place. Et l'idée, c'est de reproduire un peu ce qui a été fait à Abuja avec la communauté juive qui se trouve à Lagos. C'est à peu près 1 heure d'avion d'ici. 1 heure d'avion. OK. Alors, on a quelques photos. Je vais partager des photos. Tu vas m'expliquer un peu ce qu'on regarde, ce qu'on voit. Là, vous avez le bâtiment du Mikvé, le jour de son inauguration, donc avec le repas d'inauguration. OK, ça, c'est des photos du mikvé, je vois. Donc, ça fait combien de temps que vous avez le mikvé? Le mikvé, il a 3 ans maintenant, dans la 4e année. Et il a été imaginé par un architecte en France, un architecte qui a fait plusieurs Paris. Et donc, voilà, on voulait vraiment s'assurer de faire ce qu'il y a de mieux. Alors là, c'est le Pessah en formule Covid. On a effectivement mis en place un kit complet de Seder de Pessah avec tout le nécessaire, et qui était d'ailleurs une grande révélation parce que tout simplement, tous les ans à Pessah, effectivement, on organisait plusieurs CDR communautaires à travers le pays, 5 au total dans différents pays, mais on se contentait d'inviter tout le monde. On ne s'occupait pas de tout le monde. On invitait tout le monde. Ceux qui voulaient venir, ils voulaient venir. Ceux qui ne pouvaient pas venir, on ne peut rien faire. Mais là, le fait qu'on ait ces kits, on s'est assuré de le procurer à tout le monde. Même celui qui ne voulait pas venir, même celui qui ne l'a pas demandé, on l'a livré chez tout le monde. Et ça nous a véritablement ouvert une créativité de Paoula. Des fois, vraiment amener les choses à la maison, ça nous a réveillé beaucoup, beaucoup de monde. Et on a il y a combien de personnes dans la communauté? Alors, avant la période du Covid, on tournait entre 800 et 900 juifs quotidiens permanents sur le Nigeria, sans compter ceux qui éventuellement faisaient des allers-retours. On n'a pas de tourisme. Le tourisme, c'est en général des voyages d'affaires. Là, actuellement, on est une 50aine, 60aine, et on prend doucement le retour. Là, vous avez la synagogue qui a été mise en place pour pouvoir respecter les normes sanitaires et maintenir nos offices auxquels on avait mis en place avant. OK, alors ça, c'est une opération extraordinaire qu'on a fait en place, c'est qu'il y a eu un vol qui a été inauguré entre le Nigeria et Israël, le premier vol direct de l'histoire, qu'on voyait, c'est écrit Shalom Echad, qui était en fait un vol de rapatriement, pour rapatrier tous les Israéliens qui étaient un peu stressés ici au début de l'épidémie.
Et ils sont arrivés un peu moins de 10 jours avant Pessah en Israël. Et la règle à l'époque, c'était dès que vous atterrissez, vous devez rentrer en bidoud, en isolement total pendant 2 semaines. Et donc, personne n'allait pouvoir ni pouvoir passer Pessah en famille, ni peut-être même se procurer. Donc, on a fait une demande en quelques heures, hein, on a fait une demande d'autorisation spéciale à l'aéroport de Ben Gurion pour pouvoir remettre un kit complet de Pessah, même chose, en Israël, à ceux qui revenaient du Nigeria et qui rentraient directement en bidoud. Donc, ils n'avaient pas avoir besoin de se préoccuper de trouver une agada ou un ceder, un plateau ou un bouteille de vin, du gefilte fish. Tout était dans le sac. Et donc, chaque passager qui est sorti de l'avion a reçu un kit de la part de Chabad Nigeria en Israël. Ah, super ça. Ok, ça c'est le Betrabat. Le nouveau Betrabat auquel on Ok, s'est. alors ça c'est. Là, vous avez un modèle de parade de l'Akba Omer, comme on aurait bien appelé de faire des parades avec les enfants, donc avec des flottes, avec des thèmes éducatifs. Là, vous avez, je pense, les 10 Miftaïm. Donc, le premier, c'est Avat Israël, le deuxième, c'est l'échec, le troisième, c'est Miftat Tzedaka, le quatrième, c'est Kashrut, Filin, Chenour, ainsi de suite. Ouais. Et donc, on s'est accommodé un peu avec les moyens du bord. On a pris des petits kékés, et les enfants tournaient comme ça dans un terrain. Super. Ça c'est l'intérieur de la chôle. C'est l'intérieur de l'ancienne choule qu'on a L'ancienne employée. chôle. Ok. Exactement. Et là, maintenant, on met en place une nouvelle. Là, ce sont des soirées féminines. Je ne sais pas combien vous avez de photos, mais voilà, à chaque fois, c'est la soirée à thème que la Shura elle organise. Ça, Quel est le rôle de la shlocha par rapport à la communauté? par rapport à la communauté, il est entier à tous les niveaux. Elle est là à tous les niveaux, on travaille vraiment main dans la main, que ce soit déjà pour la mise en place que ce soit la mise en place du GAN, de l'aspect éducatif, des cours du soir, des cours d'apprentissage à part les enfants qui sont inscrits chez nous. Tout ça, c'est véritablement mis en place et gestionné, on peut dire, par Chaya Shlocha. Et après, bien entendu, vous avez tout ce qui est événement, tout ce qui est thème, tout ce qui est décoration, tout ce qui est détail, tout ce qui est mise en place, tout ce qui est programme alimentaire, tout ce qui est repas cachère. Ça aussi, bien entendu, tout ça c'est fait. Bien entendu, après, vous avez tout ce qui est cours de Torah, cours avec les femmes, encourager les femmes pour aller au milieu, toutes ces choses-là, c'est un quotidien qui demande énormément de temps. Oui. Là, vous avez des jeunes de la communauté qui font partie du programme Sit-in. Peut-être que vous avez entendu aussi, c'est Ouais. Miami. Truc pour les petits. Ouais. Les Mishloach Manot. Il y a tout là-bas. Il y a sit-in, preschool. On a tout au Nigeria. Preschool, ici, l'inauguration du nouveau bâtiment. Preschool, Israël, membre de la communauté. Et voilà, très, 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 très touchant de savoir. Premier centre éducatif, là, vous avez l'école en soi. Ouais. Tout ce bâtiment-là, aujourd'hui, c'est l'école. Là, vous avez à nouveau les sit-in dans des réunions, dans des activités. Toujours encadré par la sécurité. Alors, ouais, quelle est la situation au niveau sécurité au Nigeria? Au niveau de cette sécurité au Nigeria, on est plus dans la prévention que dans la défense aujourd'hui, au Hachem. On ne peut pas dire qu'on a véritablement été confronté à des problèmes de sécurité, mais voilà, la communauté israélienne reste très, 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 très à cheval, avec des règles très, très strictes à ce niveau-là. On a malheureusement Boko Haram autour qui peut être très problématique. Et on a un vrai problème de criminalité du fait que, voilà, que c'est un pays qui a beaucoup, beaucoup de soucis, beaucoup, beaucoup de pauvres, beaucoup de situations très critiques qui peuvent amener des gens à faire des bêtises. Mais on peut dire que Baruch Hashem, on est très prudent, on est toujours bien entouré et on reste de toutes les façons que dans des endroits qui sont sûrs. Ouais. Là, vous avez le Hanouka, un chanteur israélien. Là, vous avez, des situations auxquelles on peut être confronté des fois, donc des familles mixtes qu'on peut appeler, hein, avec un des deux parents nigérians, africains, et un deuxième parent juif. Alors, lorsque c'est la maman, effectivement, donc, tous les enfants sont juifs et auxquels on a une mission très, 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 très particulière. Bien sûr. Et ça, ce sont des événements communautaires qu'on pourrait vous trouver. Ouais. Ah, en Israël. En Israël, bien entendu. On essaie d'ouvrir à chaque fois qu'il y a des vacances scolaires, que ce soit une semaine ou quelques jours, ou de plus longue durée, à chaque fois qu'un Israël est là, et les enfants. Ouais. Vous amenez des moniteurs, monitrices, ou comment ça se passe? Effectivement, alors, en général, on amène des moniteurs. Là, vous avez sur la gauche un couple qui est venu nous aider. Des fois, c'est des monitrices, des fois, ce sont des moniteurs. Ça dépend un peu de la période. Si c'est juste après les fêtes ou pendant Chol Hamoed, alors c'est les Bachoïm qui sont déjà là de toutes les façons. Ouais. On essaie de trouver du staff qui sont motivés. Ça, c'est l'opération de cachérisation des viandes, la shrita de poulet. Donc, une shrita méadrine Nigeria.
Bon, là, vous avez l'inauguration en période de Covid, d'ailleurs, il y a Ouais. quelques mois, voilà, du Future 770 qu'on va mettre en place ici et qui va Mhm. nous servir à la fois de shul, de salle polyvalente, de salle de cours, et ainsi de suite. Ouais, ça, c'est le plan qu'on a ici. Baruch Hashem. Ah, là, on a les Bachorim, Baruch Hashem, le masque, donc vous savez que c'était il n'y a pas Exact. longtemps. On sait qu'on sait. Lui qui tourne avec la Soka mobile sur les chantiers, de partout où il y avait des Juifs ou des Israéliens qui étaient opérationnels. Voilà, on a Mhm. mis en place 3 Soka mobiles, une sur Abuja, une sur Lagos et une qui tournait dans le pays pour pouvoir, voilà, pour pouvoir suivre un tracé de chantier où on Ouais. pouvait trouver. Ces Israéliens, ils sont là pourquoi? Qu'est-ce qui les amène au Nigeria? Pour les Israéliens, c'est la construction et l'agriculture. Après, on en trouve Mhm. aussi un peu dans le domaine de la sécurité. Après, les Inara, vous les trouvez dans tout et dans rien ici. Oui, bien sûr. Mais c'est de la construction, ok. Le gros de l'activité, je crois que 50-60% c'est de la construction, et ensuite 20-30% c'est agriculture, et après vous avez un peu de tout. Mhm. Alors là, vous avez Rav Shembach à votre gauche, Donc, le ça, nouveau c'est le chaliach nouveau centre. Mhm. à la gauche avec son épouse derrière, qui ont fait un programme pour Sukkot, pour François Sukkot et les enfants. Baruch Hashem. Ouais, c'est Future Shul. Future Shul. Alors, Là, on vous va avez. s'arrêter là un instant Mhm. et parlons un peu de changement avec le Covid et de Chabad Aid avant qu'on monte les photos. Alors, effectivement, une vraie spécialité qu'on a ici au Chabad Nigeria, c'est que très rapidement, on s'est rendu compte que vivre dans un pays, dans une situation telle que le connaît l'Afrique, hein, au Nigeria, sans prêter attention à la population locale, en faisant semblant de ne pas voir, c'était inadmissible, inacceptable, à la fois dans nos valeurs et bichlal, dans notre morale. Donc, on a très très vite donné beaucoup d'attention sur comment pouvoir aider les gens qui vivaient autour de nous. Dans un premier temps, c'est les gens qui travaillaient avec nous, et après, en général, les gens qui vivaient autour de nous. Et d'où l'idée d'avoir créé une ONG qui s'appelle Chabad Aid. On connaît le USAID, on connaît le UKAID, on connaît Israël. Donc, chaque grande société ou chaque grand pays a sa branche de secours, d'aide. Et nous, on a décidé de mettre la même chose, Chabad Aid, qui avait pour mission de véritablement être à l'écoute et être aux besoins de la population locale. Alors au début, ça commençait bien entendu avec des moyens du bord, et ensuite, au prochain, ça a pris beaucoup d'ampleur. On a trouvé énormément de partenaires, d'amis, de membres de la communauté, aussi bien en France qu'aux États-Unis d'ailleurs, qu'en Israël, qui ont trouvé ça très poignant et très touchant. Et donc voilà, à ce jour, l'ONG Chabad Aid, c'est des centaines de milliers de dollars par an qui sont investis auprès de la population locale, avec des nombreux partenaires, avec de nombreux projets. On a spécialisé un peu aujourd'hui notre action sur l'aide de développement plus que l'aide d'urgence. Donc, tout ce qui est éducation, tout ce qui est médical, tout ce qui est infrastructure pour la communauté locale. Alors, pendant la période de Covid, effectivement, notamment avec la période du Ramadan, on s'est un peu mis sur des missions de secours pour donner un peu de manger aux gens, pour donner un peu des masques, pour distribuer du gel, pour faire des kits d'hygiène pour les enfants. Ça, ce sont les grands programmes de ces derniers mois. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut dire avec beaucoup de fierté on dispose déjà de Baruch Hashem, 4 écoles humanitaires, une spécialisée pour les enfants spécial needs, hein, pour les enfants handicapés. On inaugure là, cette année, si je veux, un grand centre sportif adapté pour les enfants handicapés, qui a été offert par une association en France. Et voilà, de très nombreux programmes en cours, si je veux, qui vont être réalisés dans les prochains. Et le tout uniquement offert, entre guillemets, mis en place par la communauté juive auprès de la population locale, qui nous a donné énormément de notoriété d'ailleurs, hein, dans Mhm. la population, auprès du gouvernement aussi, à tous les niveaux. Et elle fait énormément de kiddush Hashem. Beaucoup de sociétés ici qui font des affaires, ils ont beaucoup bénéficié de la notoriété et de l'image qu'on a donnée sur ce que les Juifs, ce que les Israéliens peuvent amener, plutôt qu'à chaque fois avoir une idée de ces sociétés-là qui essaient de faire du business en Afrique. Ouais. Il y a d'autres organisations juives au Nigeria, à part Chabad? Pas que j'en connaisse. Non. Pas que tu connaisses, ok. Alors, on va retourner aux photos parce que c'est quand même impressionnant à plein niveau.
Et tu vas m'expliquer un peu de quoi il s'agit alors. Alors là, c'est une distribution de nourriture qui a été faite après l'inauguration d'une école dans un village. Mhm. Après avoir l'école, on ne peut pas juste partir et les aider mieux, il fallait les donner. Donc voilà, on a fait une opération de distribution de nourriture cadeau à l'occasion de cette inauguration. Ça, Mhm. ce sont de la nourriture qui a été offerte dans des camps de réfugiés. Vous savez qu'il y a beaucoup de camps de réfugiés autour d'Abuja à cause de ce que la population dans le nord du pays subissent avec Boko Haram. Et donc, on a mis une grande campagne de distribution de nourriture dans ces camps-là de réfugiés offerts par Rabadet. C'était les toutes premières actions qu'on faisait. Et la nourriture vient de où? Oui, la nourriture locale, on prend un traiteur local qui nous Désolé. offre des bocals Ouais. avec du riz, du poisson et tout. Mhm. Là, Ok. vous avez comme idem des écoliers, ma femme qui offre des sacs d'eau Mhm. minérale. Là, ce sont des poudres de lait pour les enfants avec des problèmes de nutrition. Là, ce sont des volontaires des États-Unis qui sont venus et donc la même chose, ils sont prêtés à quelques programmes humanitaires qui ont Et fait. donc, ces volontaires vous contactent, vous, ils sont mis en place par une autre organisation? Comment ça se passe? Là, dans le cas, c'était une fille qui voulait faire sa bat mitzvah, mais qui préférait que les fonds de sa bat mitzvah aillent pour aider des gens. Donc voilà, on a été contacté par une responsable d'événements en Californie qui nous a dit voilà, on voudrait organiser avec la bat mitzvah, venir au Nigeria, faire une mission. Donc voilà, on est parti voir un village, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils avaient besoin. Ils nous ont dit un peu ce qu'ils avaient besoin au niveau installation et après aussi au niveau alimentaire. Et donc, voilà, cette jeune fille est venue avec ses copines et ils ont mis tout, je crois qu'elle a mis tous ses cadeaux de bar mitzvah ou une partie bat mitzvah Oui. pour pouvoir faire profiter d'autres personnes. Mhm. Voilà, le tout administré par Chabad. Charlotte. Alors, même les twins, les French twins. Les Fun Street, effectivement, là, on a fait une semaine où on a offert en fait Smile for Every Child, un smile pour chaque enfant. Et avec les Twins, on a fait un partenariat où ils ont tourné pendant une semaine dans des écoles, dans des hôpitaux, dans des centres médicaux, chez les enfants handicapés, et ainsi de suite, pour essayer d'amener un peu de sourire. On a fait ça, c'était pour le mois d'Adar. Et voilà, c'était un peu faire participer un peu nos valeurs nos périodes de joie avec la Mhm. population. Là, vous avez un orphelinat qui est offert par la famille Waki. Pour ceux qui ont connu en France, c'est les magasins Tachi Barbès. Donc, la famille Waki qui nous ont offert un budget pour pouvoir mettre en place un centre pour des enfants qui étaient orphelins. Ouais. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont responsables, via Chabad El, de s'assurer que les enfants ne manquent de rien là-bas et qu'ils ont tout donc là, Mhm. en fait, c'était un agrandissement du centre que vous voyez sur votre droite. On a Ouais. créé 3 nouvelles chambres pour pouvoir enfin, là, vous avez un don de la famille Assous, également des Français, qui ont offert un poulailler à Mhm. des enfants qui pouvaient à la fois s'occuper. Ce sont des enfants trisomiques, comme vous pouvez voir un peu sur la photo, avec des difficultés physiques, Des petits auxquels spectacles d'épaule. Mhm. on a mis en place différents ateliers pour leur permettre de s'occuper pendant la journée et voire même développer un système économique pour pouvoir aider leur centre. Idem avec des ateliers de bougies, Mhm. sauf qu'on a acheté des machines, ainsi de suite. Donc, ça les occupe et ça leur donne un moyen de gagner leur vie aussi, de gagner un peu d'argent. Ouais. Infrastructure qu'on a offert à ce centre-là, avec, Mhm. avec du matériel médical qu'on a fait venir. Ok, là, voilà le poulailler. Avec les enfants. Ok, on arrive à la fin des photos qu'on a pour l'instant. Oui, bon, j'ai vu ça, c'est vraiment extraordinaire, quelque chose d'extraordinaire. Euh, alors, avec tout ce travail, comment et ces difficultés, surtout en ce moment avec le Covid, etc., comment rester motivé? Comment rester motivé? Il faut savoir ça, il faut se regarder dans le miroir, il faut relire son CV, et quand on se rend compte du CV qu'on a et que parallèlement à ça, de ce qui a été mis en place, on comprend qu'on a une grande, grande, grande bracha, on a beaucoup de malachim qui sont là en train de nous aider, qu'on a un rabbi qui est en train de nous ouvrir toutes les portes. Il est évident que ce que Shluchim aujourd'hui arrive à mettre en place, hein, je parle pour moi, mais je parle aussi pour probablement beaucoup de Shluchim, est véritablement pas rationnel. Tout ce qu'on a touché Baruch Hashem aujourd'hui, je peux dire que c'est complètement issu du miracle, issu d'opportunités qui se présentaient à nous, qui venaient du ciel.
Donc, bien entendu, Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas faire ça trop le mal à Minateva. Alors, ça commence avec un stress, avec une complication, avec des challenges, mais à la fin, tout s'ouvre, tout se met en place. Et quand on prend un peu conscience à ça, on se rend compte que, bon, Hachem, ce qui a été mis en place jusqu'à là, et de toutes les façons disproportionnées de notre CV, de nos capacités officiellement intellectuelles. Et donc, on comprend que de toutes les façons, il y a un boss au-dessus de nous qui gère tout ça, et qui arrive à solutionner tous les problèmes. Donc, quand des fois on est dans ce coup de blues-là, il faut juste prendre conscience un peu de tout ça et on se remotive rapidement. Il y a des coups de blues de temps en temps, des moments de doute, des moments de remise en question. De remise en question parce que comme on est très très ambitieux, alors lorsqu'on n'arrive pas à passer le cap de nos ambitions, on se demande, mais après tout, pourquoi pas un travail? Si le bon Dieu il est capable de tout, il devrait nous ouvrir ses portes là aussi. Des fois, on se demande comment c'est possible que ça ne peut pas marcher, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre. Mais sinon, plus que ça, je pense qu'il faut véritablement relativiser avec la vie qu'on a. Il faut toujours se rendre compte qu'il n'y a pas d'endroit parfait pour l'être humain, parce que l'être humain il est fait avec une volonté de toujours plus. Donc, c'est très facile de se plaindre, mais aussi, il faut savoir aussi réaliser ce qu'on a. Il faut savoir que ce qu'on n'a pas comme complication, il y en a d'autres qui l'ont de l'autre côté. Alors, si on n'a pas une vie occidentale normale autour de nous, eh ben, là-bas, il y a des embouteillages, il y a des PV, et on perd ses clés. Ici, on ne perd pas nos clés. Ici, on n'a pas d'embouteillage, on n'a pas de PV. Donc, voilà, c'est malade et ça reste malade. Ok, ok. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais avec? Si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je ferais avec? À part faire venir Mashiach, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la Shloukot? Alors, il y a deux grands souhaits quand vous êtes au Niger. Dans un premier temps, vous avez envie de prendre une baguette magique et de secouer un peu la vie qui nous entoure, la société qui nous entoure, cet état d'esprit comme ça, ici en Afrique, très peu ambitieux, avec des gens qui se contentent de très très peu, ce qui a une qualité en soi, mais en même temps, on a tellement envie qu'ils croient plus en eux, on a tellement envie qu'ils se préoccupent d'eux-mêmes, de l'éducation de leurs enfants, de la mise en état de leur pays. Donc on a véritablement envie, si on avait une baguette magique, de leur donner, ne serait-ce que, certains vont vous dire un peu de séchelle, mais c'est surtout un état d'esprit un peu à la juif, où ils vont prendre les choses un peu plus en main, parce que malheureusement, ils se laissent tous trop aller, et ça désole beaucoup. Donc ça, c'est au niveau local et régional. Et après, au niveau communautaire, je pense que la magique, elle nous aiderait, si elle était vraiment capable de tout, si elle pouvait, encore une fois, à chaque fois, donner cette conscience-là aux parents, donner cette conscience-là aux jeunes qui sont ici, que Chabad c'est une opportunité pour eux de s'attacher à leurs valeurs, de s'attacher à ce qui leur est cher. Parce que je n'ai pas un seul cas d'un juif qu'on n'a pas approché et qui ne s'est pas senti concerné. Tous, et malheureusement, c'est pas toujours venu d'eux. C'est pas toujours, eux-mêmes ne s'en rendent pas toujours compte. Et notre vrai rêve, voilà, ce serait qu'ils soient plus demandeurs, plutôt que ce soit nous qu'on doit à chaque fois les solliciter. Ouais. Mais il y a ce potentiel auprès de chacun. Okay. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens comprennent mieux sur Chabad? Quelque chose peut-être qu'ils n'aient pas compris. Qu'est-ce que j'aimerais que les gens comprennent mieux sur Chabad? Je pense que le Rabbi il a quand même, nous a quand même donné une créativité qui est assez exceptionnelle et qui en fait répond à l'attente du peuple juif et qui amène au but ensuite russe, c'est de savoir que Chabad n'est pas uniquement un mouvement religieux. On est des gens qui sont là avec une vraie envie de véritablement rendre service. Ne serait-ce que rendre service à une neshama, comme on connaît l'anecdote racidique, à une neshama en bas, un service technique, un service truc, ça c'est véritablement, pour vous donner un exemple, j'ai un ami ici qui est venu ce Shabbat, enfin un juif qui était là de passage, et il était là avec un autre juif, avec lui à l'hôtel, mais le juif n'a pas voulu venir pour le repas. Maintenant, si je l'aurais invité pour un repas mardi soir, il serait venu. Mais le fait que je l'ai invité pour un repas de Shabbat, donc ça donnait un aspect religieux, et comme je ne suis pas religieux, donc j'ai rien à faire dans une maison d'un rabbin, et ainsi de suite. Et ce qui serait exceptionnel, ce serait que les gens se rendent compte que aussi bien ma femme que moi, que notre présence ici, elle n'est pas uniquement religieuse, elle est véritablement là pour être à l'écoute des gens, pour savoir comment on peut les aider dans tous les niveaux. Pas besoin d'attendre qu'ils aient une galère en Thaïlande ou je ne sais pas quoi pour se rappeler qu'il faut appeler Chabad, mais véritablement à chaque moment de leur vie. Et encore une fois, cette approche-là, elle amène en général, elle rapproche en général les gens de nous et elle leur rend prendre conscience comme quoi, effectivement, ils sont concernés à la fois par le kiddush, à la fois pour les spéciales. Donc, ils seraient venus pour un repas juste pour manger bien un pacho avec des amis juifs, et bien, tout simplement, ils se sont rendus compte que, après tout, ça lui parle, parce que ça, on y croit véritablement.
D'ailleurs, ça n'a pas loupé. Moi, pour vous donner un exemple, à chaque fois, toutes nos activités, elles sont toujours habillées dans un cadre. Comme j'ai une communauté très laïque, avec 0% de chômage Shabbat, donc je suis obligé d'habiller mes événements dans un cadre un peu ludique et un loisir. Donc Hanouka, vous avez vu tout à l'heure, c'est avec un chanteur israélien qui va venir chanter. Purim, on va faire venir un humoriste qui va faire un show, un one-man show. Shavuot, on va faire un grand wine test avec, on va faire venir le fromage d'Israël et le cottage. Donc toujours s'habiller dans un cadre un peu ludique et à chaque fois, ça ne nous pas, les gens ils viennent peut-être plus pour le cas ludique et le loisir, et finalement, ils se sont très concernés et toujours très touchés par les fêtes. D'ailleurs, on le voit comment ils revendiquent ça même sur leurs réseaux sociaux. Hanouka au Nigeria, Shavuot au Nigeria, ça ne veut pas, toujours les photos elles passent. Donc, voilà. L'idée, ce serait vraiment que les gens ils se rendent compte qu'avec Rabat, aujourd'hui, il n'y a pas cette approche uniquement d'aller voir un rabbin et de se retrouver avec quelqu'un qui va nous saouler, mais véritablement, cette approche-là de savoir que il y a du bon temps qui va nous réveiller notre âme. Quelqu'un qui a, comment on dit en hébreu, là, quelqu'un qui est concerné. Je pense que c'est souvent effectivement une mauvaise impression. Les gens ne comprennent pas à quel point on est concerné vraiment par eux et combien on cherche leur bien. Non, je pense que les gens ils savent que Chabad c'est que du bien, mais c'est pour les gens qui sont religieux, pour les gens qui sont Ouais. intéressés à la religion. Moi, je veux leur dire que non, c'est pour toute la vie juive. C'est pour tout, ne serait-ce que l'idée de l'union du peuple juif. Peu importe les gens ils savent plus ou moins que on est bienvenus, mais en plus de ça, qu'ils savent que c'est que même sans rechercher quelque chose de religieux, on peut appeler le rabbin, on peut prendre un café avec lui, on peut passer un bon moment. Ouais, ouais. Donc, qu'est-ce que tu voudrais voir dans la communauté dans 5 ans? Qu'est-ce qui aura changé? Moi, j'aimerais bien que le centre communautaire qu'on est en train de construire il soit trop petit. Ok, bien. C'est très bien. On aimerait bien voilà, que l'idée dans la population locale, comme je dis, qui est cette touche-là de se sentir qu'il faut faire avancer les choses. Moi, pour ma part, dans 5 ans, j'ai une bar mitzvah, donc voilà, Ok, savoir que le risque, entre guillemets, qu'on a pris de donner cette éducation à nos enfants, eh ben, ça n'a pas loupé et que ça a bien pris et qu'ils soient heureux, qu'ils ne se sentent pas, entre guillemets, punis d'avoir ce système de truc et éventuellement un accès plus rapide pour des vols directs pour leur yeshivot, comme ça on peut aller les voir, on partira, on sait qu'on est très proche quelque part. Ok, ce serait où la yeshiva éventuellement? Ce serait la France, Israël? Je peux pas dicter pour eux parce qu'on sait très Non, bien bien sûr, non. Mais... chaque enfant il est différent. Donc celui qui sera Ouais. celui qui sera bien en Israël sera en Israël, qui sera bien chez Ravi sera chez Ravi. Chaque enfant il a ses sensibilités et ce sera nous adapter. J'imagine qu'ils parlent tous français et anglais, et hébreu. Le trilingue aujourd'hui complètement, ils parlent Ouais. très bien anglais parce qu'ils vivent dans un cadre complètement anglophone, que ce soit relationnel, cours, ainsi de suite. Ils sont francophones parce que la langue de la maison et ils sont aussi ils parlent hébreu parce qu'ils suivent leurs cours aujourd'hui en hébreu. D'accord. Ok, super. Baruch Hashem. Il y a une langue africaine locale, à part l'anglais? 500 dialectes locaux aujourd'hui au 500. Nigeria et 3 langues très populaires. Il faut savoir qu'au Nigeria, en fait, c'est 3 pays, hein, c'est 3 colonies anglaises qui ont été mises sur une seule gouvernance. Donc, quand les Anglais sont partis, on en a fait un pays. En fait, c'est 3 pays différents. Donc, il y a 3 langues, 3 véritablement éthiques différents. Mais il y a toutes les tribus là-bas, on découvre pas moins de 500 dialectes. Ok. Tu as appris quelque chose? Tu as appris une langue africaine? J'en ai presque 500, mais je suis encore à la Ouais, fondation. sur les 500, tu en es à combien? 200, 300? On n'a pas été très bons sur ça, mais nos enfants, ils nous ont passé la Baruch Hashem. Effectivement, ils échangent un peu avec les locaux, avec leur langue de maison. Intéressant. Ok. Baruch Hashem. Un message avant de conclure? Un message avant de conclure, un message à l'attention de qui? Miami? Du monde. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense qu'il y a quelque chose de très important de prendre conscience, c'est que, alors effectivement, ça paraît très tropical de savoir qu'il y a des shluchim au Nigeria, comme ça paraît très aventurier, très spécial, presque incroyable. Mais il faut savoir que je pense que je ne crois pas en la shluchut, la vraie shluchut et la fausse shluchut, la shluchut de courageux, la shluchut de moins courageux. Je pense que chaque shluchut, elle a sa mala, elle a son chisaron, elle a ses avantages, elle a sa inconvénients, elle a ses challenges. Baruch Hashem, le Rabbi a fait des shluchim très ambitieux.
donc qu'ils soient à Paris ou à Miami ou à Lille ou au Nigeria ou n'importe où, ça reste toujours des shluchim qui ont énormément de projets en tête, ils ont énormément de volonté de faire toujours plus, et ce qui fait qu'on est tous dans les mêmes, dans les mêmes challenges et dans les mêmes stress et les mêmes transpirer de la même chose. Comment pouvoir développer un nouveau projet, comment assumer les infrastructures qu'on a mis en place. Il faut savoir que voilà, moi, j'ai une idée énorme de ce que c'est une shlichut en région parisienne. J'ai une idée énorme de ce que c'est une shlichut dans le nord de la France, à Lille. J'ai une idée aujourd'hui plus ou moins claire de toutes les shlichut que j'ai fait, et ça ne manque pas. Il y a de très nombreux shlichut que j'aimerais pas du tout me voir là-bas. Mais c'est impossible. Tu travailles du matin au soir, tu te casses la tête pour essayer de faire ça. Tu as des mitnagdim qui vont t'embêter, tu as des institutions communautaires qui vont t'empêcher de faire ci, qui vont faire. Donc en fait, moi ici, j'ai pas ça. J'ai toutes les libertés du monde. Et parallèlement à ça, vous avez les aspects financiers avec des communautés qui n'arrivent pas à se financer. Donc voilà. Donc de partout, sinon des gens qui ont des moyens dans la communauté, mais effectivement, ils vont croire qu'en Israël, c'est plus important ou qu'en Afrique, ils ont plus besoin ou que n'importe quoi. Je pense qu'il faut vraiment que s'il y a un message à faire comprendre à la fois aux jeunes générations, aux futurs shluchim, qu'à nos communautés, de vraiment prendre conscience le message de chaque shliach et d'éviter tous les clichés qui paraissent un petit peu incroyables, de se dire que ça, c'est des shluchut plus durs que d'autres. Je pense qu'à la fin, le rabbi il nous met dans un état d'esprit où on se sent très, très, très à l'aise dans notre shlichut. On fait avec les complications, il n'y en a pas, ça n'existe pas de complications, mais en même temps, on se retrouve véritablement. Moi, j'étais là les 2 derniers mois en France pour la naissance du petit, et croyez-moi ou pas, on attendait uniquement de rentrer à la maison, d'être chez soi, dans son cadre avec nos missions de nefesh, avec les gens qui nous entourent, qui sont complexes, avec le système technique qui est complet, mais auquel on s'habitue, auquel on s'accommode, auquel on n'y pense pas trop, tellement qu'on est déjà dans le développement et dans l'action. C'est le Hayom Yom d'aujourd'hui. On est là où on a besoin d'être, là où Hachem a besoin de nous. Mais bon, et qu'on finisse toute la grande shlichut de faire venir Mashiach très, très bientôt. En tout cas, merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'avoir partagé et bavardé. Merci beaucoup et beaucoup d'Hatzlacha. Mais Shabbat Gadol. Kol Tov.